Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, c'est un magazine, des reportages, du documentaire, du contenu que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.omertamedia.fr. Ce sont aussi des grands entretiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Michel Fize. Bonjour. Bonjour. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, écoutez, je suis sociologue et j'ai travaillé une trentaine d'années au CNRS, voilà, qui a été ma maison mère pendant toute ma vie professionnelle. Donc, votre domaine d'activité, d'études, c'est l'éducation, c'est le travail avec les enfants, la pédagogie. Alors, ça a été au départ, pour prendre le terme exact, ça a été l'adolescence, donc vu sous l'angle pluriel, donc les adolescents en groupe ou dans leur rapport soit scolaires, soit familiaux. Donc ce qui m'a évidemment entraîné vers le domaine de la famille et puis de la jeunesse, donc les adolescents plus âgés. Et puis bien sûr l'éducation, j'ai fait quelques incursions sur cette question et notamment sur la question des violences verbales que j'avais commencé à explorer. Alors ça n'a pas donné lieu à une étude en bonne et due forme, hein. Il n'y a pas eu de restitution, mais enfin j'ai encore tout le matériau. Voilà. Et puis, comme je dis souvent, le sociologue, c'est le contraire du médecin, hein. Le médecin est d'abord un généraliste et peut devenir un spécialiste. Le sociologue est d'abord un spécialiste et devient, avec le temps, un généraliste, voire un philosophe, hein. Je pense notamment à Edgar Morin. Bon, ce qui m'a fait traiter il y a quelques années la question des gilets jaunes pendant 2 ans à peu près, hein. Donc chaque semaine j'intervenais pour en parler. Voilà, et donc je me suis élargi à des sujets de société un peu plus larges, comme sur le thème de la violence où j'ai débordé le cadre purement scolaire pour examiner la violence au plan plus général, plus global, celui de la société tout entière. Très bien. J'aimerais qu'on commence cet entretien en parlant de ces faits divers qui ont eu lieu dernièrement en rapport avec de jeunes adolescents. Il y a eu un mort, notamment dans l'Essonne. Il y a une jeune fille qui s'en est sortie in extremis, qui était à un moment dans le coma. Comment on analyse, de votre point de vue, cette situation, ces faits divers qui se multiplient? Est-ce que ça n'aurait pas une tendance à devenir finalement un fait de société, la violence chez les jeunes? Alors, je me suis beaucoup interrogé sur les causes, bon, qui, comme toujours, pour tout phénomène social, sont multiples, mais il y en a une qui m'a paru suffisamment importante pour lui consacrer un livre il y a quelques années, la crise morale de la France et des Français. Voilà. Alors, morale, non pas au sens, j'allais dire, archaïque de l'ordre moral, mais au sens très sociologique du terme, c'est-à-dire des mœurs individuelles et collectives. Et derrière ce mot, un mot encore un peu plus simple, hein, tout simplement les règles, les valeurs. Voilà, donc où en sommes-nous en 2024 des règles et des valeurs qui permettent à une société de tenir, hein, et aux citoyens de vivre ensemble? Eh bien, on est au degré zéro de ces valeurs. Il y a une défaillance totale, bon, au point que le plus haut responsable de l'État, Emmanuel Macron, a parlé un jour de réarmement civique. J'avais parlé de réarmement moral, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années. Voilà, mais ce qui suppose bien que, pour qu'on puisse parler de réarmement, c'est que préalablement, il y ait un désarmement. Donc, oui, c'était bien un constat, alors sociologiquement fondé, qu'il y avait bien effectivement une évaporation des règles, mais pour des raisons simples, hein, qui tiennent au changement de la nature du régime, qui est passé, je dirais, d'une nature d'autorité, hein, sans nécessairement être un régime autoritaire, mais en tout cas, c'était l'autorité, le pouvoir vertical, des statuts où étaient assignés les gens, voilà, à la démocratie, qui est un processus horizontal, qui suppose le consentement, qui suppose de faire adhérer
hein, l'autre à ce qu'on lui propose, et tout ça dans un contexte d'individualisme. Sauf qu'on était aussi en démocratie il y a 20-30 ans et on ne connaissait pas ce genre de situation, de telle violence chez des personnes aussi jeunes. Ben parce que peut-être qu'à l'époque, la République, quelque part, effaçait la dimension démocratique. Hein. On était dans un régime qu'on avait connu depuis des siècles et des siècles, hein, donc un haut, un bas, une colonne vertébrale, hein, alors sans remonter à l'ancien régime, mais bon, le roi, incarnation de Dieu, le père de famille, incarnation du roi, le maître à l'école, incarnation effectivement du savoir, voilà. Mais tout ça a volé en éclats. Alors, précisément, peut-être, vous avez raison, sous la responsabilité ou la culpabilité d'un individualisme qui est allé quelque part, un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, partout et nulle part en même temps, sans frein. Hein. Donc un individualisme, pour reprendre un terme aussi présidentiel, désinhibé. Voilà. Hein. Donc c'est le règne du « je fais ce que je veux », tu me gênes, je t'écarte, hein. Tu contraries ma vie, je t'élimine physiquement ou psychologiquement, ou les deux à la fois. Donc c'est un rapport à l'autrui qui, quelque part, a disparu. L'autre n'existe pas. Au mieux, il est à mon service. Donc, je le reconnais s'il me permet, encore une fois, d'exprimer mon moi. Hein. Voilà, donc c'est on a des individus qui, aujourd'hui, avancent sans règles. Mais est-ce que, justement, cette absence de cadre, à quoi est due cette absence de cadre? S'il n'y a plus la famille et s'il n'y a plus l'État, d'où ça vient ce fait qu'on ait voulu progressivement effacer ces limites qui étaient peut-être bénéfiques? Parce que, bon, c'est vrai, sous la poussée des événements de mai 68 d'une part, des mouvements féministes des années 70, hein, le processus de démocratisation qui visait quand même à effacer l'idée de haut et de bas, mais d'égalité des individus. D'horizontaliser les... Voilà, donc une sorte de banalisation des statuts qui, pour le coup, étaient écrasés par les individus. Pour prendre un exemple très simple, hein, un enseignant aujourd'hui n'est pas jugé et apprécié par son statut. Il ne l'emporte pas parce qu'il aurait un statut supérieur à celui de l'élève qui serait inférieur. Il l'emporte s'il a les capacités, hein, s'il arrive à convaincre l'autre, hein, que quelque part, il est meilleur parce qu'il a un savoir qu'il détient et que l'autre n'a pas. Donc c'est le processus de démocratisation, c'est-à-dire toujours arriver à convaincre l'autre du bien fondé des décisions qui restent évidemment toujours nécessaires. Donc progressivement, hein, d'ailleurs, le premier livre que j'avais écrit en 1990 s'appelait « La démocratie familiale ». Voilà. Donc je m'appuyais sur l'analyse de Tocqueville, hein, étudiant l'Amérique dans les années 1830, qui avait bien vu cette poussée de l'individualisme qui allait jusqu'à submerger les institutions. Hein, car en fin de compte, les institutions, les unes après les autres, ont été attaquées, hein, minées par cette apparition d'un individu souverain. Donc, en famille, ça veut dire que les enfants ont commencé à contester le pouvoir du père, hein, la puissance paternelle, comme on l'appelait encore en 1970, voilà, et que les élèves ont commencé à contester alors ce qu'on appelle l'autorité, qui n'est pas l'autorité, le pouvoir. Hein, ce qu'on appelle l'autorité en France, c'est en réalité le pouvoir. Donc c'est le pouvoir qui est en crise, pas l'autorité. L'autorité, c'est ce qui suit. Hein, c'est-à-dire quand on a un pouvoir qui est efficace, la reconnaissance, c'est l'autorité morale qu'on vous accorde. Voilà, donc subitement, il y a une quarantaine d'années, de tous les côtés, toutes les institutions ont été, je dirais, assiégées par l'individu qui a considéré que le souverain, c'était lui,
que la parole, la bonne parole, c'était la sienne, voilà, qu'il n'y en avait pas d'autre. Voilà. Et donc, évidemment, comme il peut ne pas y avoir acceptation de l'autre de cette façon de voir, ben ça a donné effectivement les événements que vous rappeliez, hein, puisque, encore une fois, puisqu'il n'y a plus de règles, on ne transgresse pas des règles, puisqu'il n'y en a plus. C'est l'expression. Voilà, donc on exprime une supériorité, une envie, un désir, voilà. Et ça brouille même, si vous voulez, les qualifications juridiques, celles du code pénal. Hein, il y a quelques jours, sur un plateau, je disais que dans l'affaire de ce jeune Philippe de 22 ans, parler d'assassinat me paraissait, pour le coup, excessif. Hein, car dans l'idée de ces jeunes, bon, moi qui ai étudié aussi le phénomène des bandes, l'idée c'est un passage à tabac, voilà. C'est-à-dire de le rosser, comme on aurait dit aussi autrefois. Il y a quand même un décès, il y a un mort. Voilà, alors le décès s'ensuit, mais parfois, et c'est ça qui est encore plus grave, non pas parce qu'il y avait une préméditation ou une intention de tuer, mais une inconscience des effets d'utilisation de tels ou tels actes. Voilà. On finit par oublier que si on frappe à la tête, hein, car on n'arrive pas avec une Kalachnikov, hein, on frappe à la tête, évidemment on peut provoquer des hémorragies et puis... À quoi est due cette inconscience ? Le fait qu'on ait cette impunité à faire preuve de violence, à exprimer son individualité coûte que coûte. Pendant des siècles, nos sociétés ont reposé sur le principe du bien et du mal, du permis et de l'interdit, de la bienveillance et de la malveillance, de la légalité et de l'illégalité, et tout ça a fondu comme neige au soleil. Et à quoi c'est dû ? C'est dû justement à cette affirmation d'un individu qui, quel que soit son âge, estime être toujours dans son bon droit, hein, estime toujours... vous savez, il y a une vingtaine d'années, des sociologues disaient déjà que les agresseurs se reconnaissaient une sorte de droit légitime à l'usage de la violence. Ça, c'était écrit en 2000. Hein, et que donc la brutalité venait s'appuyer sur ce droit à la violence. Voilà. Donc selon le scénario que je rappelais tout à l'heure, tu me gênes, tu m'ennuies, tu as porté atteinte à l'honneur de ma sœur, de ma fille, etc. Tu ne t'es pas bien comporté. Donc c'est un peu la justice au quotidien, sans les juges. Voilà. Ça ressemble un peu à de la vengeance. Voilà. Je me venge. C'est un peu la loi du talion. Voilà. Donc en fin de compte, on voit réapparaître des mœurs archaïques. Hein, on l'a vu dans ces affaires où des jeunes d'origine maghrébine étaient impliqués. On nous ressortait la vieille théorie du grand frère dominant devant veiller sur sa jeune sœur, lui interdisant de sortir, de se maquiller, etc. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses qui sont des cultures qui ne sont pas évidemment en adéquation avec la culture démocratique. Est-ce que c'est dû aussi à l'absence d'autorité de l'État, selon vous ? Alors, on parle beaucoup de défaillance des familles, hein, ou d'impuissance des familles, mais il y a aussi une réalité, c'est l'impuissance de l'État. L'impuissance de l'État. Bon, nous, on a, je dirais, la chance d'avoir un État, j'allais presque dire absolu. C'est-à-dire que la Ve République, je pense que c'est une sorte de dictature constitutionnelle, pas personnelle, constitutionnelle. C'est-à-dire tellement de pouvoirs sont accordés au président de la République, sans contrepartie, sans frein, sans véritablement contre-pouvoir. Bon, il y a bien quelques juges qui de temps en temps font une petite surveillance, mais globalement, on a un chef de l'État qui fait ce qu'il veut. Et de la manière qu'il le veut. Voilà. Alors, par contre, l'impuissance me paraît davantage au niveau des relations entre le politique et l'économique, voire le financier.
là, effectivement, le politique est maintenant dans la domination quand même du politique, de l'économique, pardon, du monde de la finance, hein, des règles européennes également. Hein. Voilà, on ne doit pas dépasser tel pourcentage de déficit, on doit s'orienter dans telle ou telle direction. On voit bien la réforme des retraites, qui est quelque part quand même une réforme un peu téléguidée par Bruxelles, hein, à son défait. Hein. Rien d'autre. Voilà, donc c'est un peu paradoxal. On a quand même une crise de la démocratie représentative, mais un pouvoir personnel qui reste très fort et très dominant. Mais en même temps, j'aimerais vous faire réagir sur donc la jeunesse et la violence. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas justement à entre guillemets, à corriger cette jeunesse qui est de plus en plus violente. Je prends l'exemple de l'année dernière et des émeutes qui ont eu lieu pendant l'été. Quelle a été votre analyse de cette situation? Parce que c'était des enfants très jeunes qui avaient 11-12 ans dans cette situation. Les études qui ont été faites sur ces émeutes, hein, en nous dressant le portrait d'une personne relativement plus âgée, hein, donc un jeune, 23 ans, hein, si j'ai bien compris, des gens plutôt bien insérés, socialement n'étant pas dans des situations problématiques. Bon, donc tout ça permet de tordre le cou à cette idée qu'on a longtemps propagée, en commençant par l'école, que la violence était le fait de quelques-uns seulement, hein, et puis que ce n'était pas très grave, c'était des violences verbales, et puis que ça ne touchait donc que des quartiers déshérités. Donc en clair, bon, on ciblait évidemment les milieux populaires, surtout d'origine étrangère. Voilà, donc on s'est rassuré en se disant bon, que si on retire, c'était une expression qu'on utilisait il y a 30 ans, retirons les meneurs des quartiers, encore une fois, en difficulté, et il n'y aura plus de problème. Hein, voilà. Mais on s'est rendu compte, encore une fois, démocratie oblige, qu'il n'y avait pas tant que ça de meneurs, que tout le monde était un petit peu meneur, hein, qu'il n'y avait pas vraiment de caïda. Hein. Le caïda, on l'a rencontré quand le commerce de la drogue s'est développé. Là, on a évidemment une structure, une architecture criminelle. Alors, sur la question de la violence... Comment se fait-il que l'État n'ait pas su répondre? Comment ça se fait qu'on ait le sentiment d'être à ce point démuni devant des groupes de jeunes qui pillent des magasins? On a oublié qu'un politique, c'est quelqu'un qui traite l'urgence. Et tant qu'une situation n'est pas urgente, c'est-à-dire qu'elle ne devient pas menaçante à court terme, voire dans l'immédiat, on ne la traite pas. Hein, je vais vous raconter une anecdote. Hein. Il y a 25 ans, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, hein, et on avait à traiter chaque matin des dossiers qui nous arrivaient. Voilà. Et ben les dossiers, ça va confirmer ce que je disais. Il y avait toujours des lettres sur les dossiers. C'était TU ou TTU. C'était très urgent ou très très urgent. Voilà. Donc, on traitait l'urgence. Voilà, c'est-à-dire des situations qui risquaient de dégénérer. Bon, si bien que la question des banlieues, on sait bien qu'elle se pose depuis 40 ans, voilà, mais tant qu'on n'a pas eu de révolte, hein, en commençant par les Minguettes en 81 jusqu'à la grande révolte de 2005, bon, plus un petit peu d'émeutes l'année dernière. Voilà, mais le politique ne réagit pas. Voilà. Là, pourquoi est-ce qu'il réagit face à ces violences? Parce qu'elles se répètent, et pour répondre à votre question, elles mettent en scène des jeunes de plus en plus jeunes, donc en dessous de 16 ans, voire en dessous de 13 ans, voilà, des filles aussi. Hein. Les réseaux sociaux aussi. Alors, avec les réseaux sociaux. De ça, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux qui ont aussi changé de rôle. On est passé d'un réseau social accélérateur d'une mauvaise conduite commencée ailleurs,
hein, si on prend le cas du harcèlement, il y a encore une quinzaine d'années, on commençait le harcèlement dans la cour de récréation et il se poursuivait le soir, la nuit, sur le réseau social. Maintenant, le réseau social, il crée, hein, comme si c'était en soi une intelligence artificielle, il crée sa propre victime, hein, il désigne sa propre cible. Hein. On a vraiment l'impression d'une sorte de robotisation. Alors bien sûr qu'il y a des individus derrière le robot réseau social, voilà. Mais il a pris effectivement une grande dimension. Hein, mais vous savez, on oublie par exemple que les printemps arabes, en 2011, hein, ont été dus pour partie, et en tout cas très amplifiés par les réseaux sociaux, même un peu créés, hein, parce qu'on était déjà dans cette dynamique, effectivement, où l'initiative de l'action, elle était sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on a attendu que la situation devienne explosive, voilà, pour dégainer un plan de lutte contre la violence, dont nous parlent les deux têtes de l'exécutif. Est-ce que vous pensez que ce sera efficace? C'est sérieux, ce genre de... Voilà. Alors, ça, c'est la bonne grille d'analyse de sociologue. Hein, je répète, le sociologue, il ne loue ni ne blâme. Il n'y a pas de choses mauvaises ou de choses bonnes, ce n'est pas son problème. Vous avez des résultats ou vous n'en avez pas, voilà. En même temps. Alors, par exemple, pour les violences des Gilets jaunes, hein, il n'y avait pas une intervention à la télévision qui ne commençait, quand il y avait eu évidemment des exactions commises par les Black Blocs, hein, il n'y avait pas une intervention d'un animateur. Alors, bien sûr, vous condamnez ces violences. Voilà. Et je répondais, mais moi, mon rôle n'est pas de condamner. Il y a des juges, il y a des policiers pour ça. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer. Hein, c'est de donner un sens à ce qui se passe. Et alors là, bien sûr, il fallait constamment répéter. Hein, et d'ailleurs, je l'ai fait encore récemment parce que M. Attal a bien voulu nous qualifier une nouvelle fois de professionnels de l'excuse. Ce qu'avait fait M. Hollande durant son mandat, puis M. Manuel Valls, son deuxième Premier ministre. Non, on n'excuse pas. Hein, on essaie de comprendre. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'une bonne réponse? Une bonne réponse ne peut pas être une réponse idéologique, dès lors qu'elle est vraiment très tranchée. Hein, c'est-à-dire, on a vécu pendant des décennies avec le couple répression-prévention. Donc, répression plutôt à droite et prévention plutôt à gauche. Bon. On revoit un petit peu se profiler ça, mais ce n'est pas tellement la droite qui a changé, c'est un petit peu la gauche qui est moins dans la prévention et qui adhère un peu plus finalement au schéma qu'on lui présente. Alors, sauf à se battre un petit peu sur la question du port de l'uniforme ou de la baya, enfin bon, des choses qui ne sont pas des choses de fond en termes de réponse. Alors, une bonne réponse, c'est une réponse qui est socialement efficace, c'est-à-dire qui permet un changement de comportement de l'intéressé. Voilà. Alors, je prends un exemple, la privation ou la suspension des allocations familiales. Voilà. C'est une bonne réponse si ça permet d'améliorer la situation et de permettre aux parents de mieux éduquer leurs enfants. Or, comme je dis, est-ce qu'en ajoutant de la misère à la misère, surtout à des familles, et Monsieur Attal ou Monsieur Macron avait parlé des mamans solo, hein, qui avait dit on ne va pas évidemment stigmatiser les mamans solo. Hein, elles ont des difficultés financières. Bon, si vous ajoutez des difficultés financières, est-ce que vous pensez réellement que ça va améliorer la relation éducative? Bon, on a fait quelques études sur la question. La réponse est non. Voilà. Donc, la privation ou la suspension des allocations familiales est une mauvaise réponse sociale. Est-ce qu'il n'y a pas une recherche aussi de responsabiliser ses parents? Alors, responsabiliser, c'est un terme qui peut être
qui peut-être a double sens. Hein. Et quand on dit qu'on va responsabiliser quelqu'un, ça veut dire on va lui mettre le nez devant ses devoirs. Voilà. Alors pour moi, la responsabilisation, c'est pas ça. La responsabilisation, c'est la mise en responsabilité. C'est-à-dire aider les personnes à assumer leurs responsabilités, en l'occurrence de parents. Donc leur permettre, encore une fois, de remplir leur mission éducative, ce que personne ne leur conteste. Alors la question, c'est comment on fait, hein. Est-ce que c'est à coup de privation ou est-ce que c'est à coup de soutien ou d'accompagnement, hein. Voilà. Donc là, je pense que toutes les initiatives qui visent à réunir des parents, volontaires, pour leur réapprendre ce que sont des règles d'éducation. J'avais dit un jour, on pourrait imaginer comme autrefois, il y avait des cours du soir. Ouais, on ouvrirait des cours du soir aux parents. Pour les parents. Voilà, viendraient qui voudraient. Ou même, j'avais dit, des stages de soins éducatifs, alors, plus ou moins intensifs. Voilà. Mais tout ça, non pas dans une optique de réprimer, hein, c'est-à-dire, parce que l'alternative, c'est est-ce qu'il faut punir les parents qui font mal ou aider les parents pour qu'ils fassent mieux? Voilà. Bon, moi je pense quand même que le but, c'est d'arriver à ce que les parents puissent évidemment avoir de meilleures relations avec leurs enfants, que leurs enfants soient plus ouverts. Alors, la deuxième réponse, c'est l'internat dont on nous parle aujourd'hui. Bon, l'internat, est-ce que c'est une bonne réponse? Je redis ce que j'ai dit. C'est une bonne réponse si ça change le comportement. Ah. Bon, est-ce que là l'internat actuel, l'exemple qu'on nous a présenté à Nice, 15 jours de rupture, de remobilisation, est-ce que ça va être suffisant pour changer déjà un long parcours de vie de garçons ou de filles de 13 ou 14 ans? Bon, on peut s'interroger. Alors, là, la même chose, hein, c'est la démocratie, c'est l'adhésion. Bon, donc s'il y a adhésion des jeunes, et pas simplement des parents, s'il y a adhésion des jeunes, ça peut marcher. Voilà, mais si vous avez suivi comme moi les commentaires des jeunes réunis dans l'internat à Nice, ils étaient plutôt pas très contents. Mais en même temps, c'est paradoxal de demander à une génération de jeunes qui est potentiellement un peu perdue, de lui demander son avis, qui en plus de ça peut être influencé par des réseaux sociaux ou une société qui ne la pousse qu'à plus d'individualisme. Vous reconnaissez que c'est paradoxal de demander leur avis, en sachant qu'il faut leur poser un cadre. Et un cadre, ça signifie des limites, de fait. Voilà. Alors là, je brandis, alors non pas le code pénal, mais la Convention internationale des droits de l'enfant, article 12, donc texte ratifié par la France, qui s'applique à la France, et qui prévoit que toute mesure qui a des conséquences sur la vie d'un enfant doit être soumis à l'avis de cet enfant. Oui, voilà. Bien sûr. Il doit pouvoir s'exprimer. Encore une fois, un avis, c'est un avis, mais il doit être consulté. Donc, la consultation, ça peut être de faire comprendre, vous voyez, on va vous présenter. Après, c'est une question de parole, hein. Voilà. Alors, ce qui me permet de dire que la réponse à la violence, la bonne réponse à la violence, c'est pas plus de sévérité, puisqu'on voit bien que ça ne marche pas, d'une manière générale, hein. C'est plus d'écoute, de dialogue, et d'une manière générale, plus d'humain. Hein, j'ai croisé sur des plateaux des proviseurs, des principaux qui tous disent mais bon, il n'y a plus beaucoup d'humains dans nos écoles. Il n'y a plus d'assistants d'éducation, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus d'assistantes sociales, il n'y a plus de médecins scolaires. Voilà. Et même ceux qui sont là hésitent à remplir leur rôle, encore une fois, de médiateur. D'ailleurs, en fin de compte, quand il y a une situation de crise, comment on en sort? On n'en sort pas par imposer le point de vue de l'un sur le point de vue de l'autre.
On en sort par un processus de concertation, de médiation. Ce qu'on fait au niveau social quand il y a des conflits sociaux. On essaie de trouver un compromis par la négociation, la concertation. Vous voyez, la consultation, c'est pas de dire aux jeunes vous allez décider si vous irez en internat. C'est d'essayer de les convaincre que ça peut être effectivement une bonne solution. Grâce à votre soutien et au travail de toute l'équipe d'Omerta, nous venons de sortir notre 5e magazine. À travers des témoignages bouleversants et des experts comme Karl Zéro, Anne Coffinier ou Georges Fenech, nous avons traité pour vous les dangers qui menacent vos enfants. Alors armez-vous pour comprendre et combattre ces insécurités en vous achetant le dernier magazine d'Omerta, L'enfance de tous les dangers. Est-ce qu'il n'y a pas eu essentiellement ces dernières années dans l'éducation nationale de l'idéologie à se dire que peut-être on pouvait inventer une nouvelle manière d'enseigner et que finalement on se retrouve dans une situation où ça ne fonctionne pas? Oui, alors il y a eu, c'est assez amusant parce que je relisais un livre écrit en 2000 par un sociologue justement de la violence et qui disait mais dans les années 98, 99, 2000, on était dans la pleine période de la démocratie scolaire, de l'élève au centre du dispositif, du dialogue avec les élèves, de l'écoute. Voilà, donc ça c'était effectivement idéologiquement très affirmé, mais réellement très peu pratiqué. Très peu pratiqué. C'est Jacques Chirac qui disait lui-même que notre école était finalement l'école napoléonienne, voilà, que ça n'avait pas beaucoup changé, ni dans les bâtiments, ni dans les façons dont ça fonctionne à l'intérieur, même si on a enlevé l'estrade, l'uniforme et quelques autres gadgets de pouvoir. On vit toujours sous l'école Jules Ferry, en pire. Parce qu'effectivement, elle ne permet même plus d'assurer la réussite d'un certain nombre d'élèves qui, a priori, n'étaient pas ciblés comme devant réussir. Voilà. Donc, vous savez, le propre de la France, c'est de pervertir ces systèmes. L'autorité se transforme en autoritarisme, et ça donne mai 68. Dans les années 70, et on a vu les conséquences déjà au milieu des années 80, la liberté se transforme en laxisme, donc on a poussé le bouchon à nouveau très loin, voilà. Et moi je notais déjà au niveau familial, maintenant qu'est-ce qu'on fait, on est à la croisée des chemins, voilà. On manque d'autorité d'un côté, et puis de l'autre, on manque de mise en responsabilité. D'ailleurs, on a bien rappelé parmi les mesures proposées que l'éducation civique, c'était pas simplement des cours, que l'éducation civique, c'était la participation des élèves à des tâches communes. Voilà. Et on disait, par exemple, il y a encore 25 ans, et on en a reparlé un petit peu après pour l'école primaire, que par exemple le règlement intérieur, il pourrait être co-dirigé, co-écrit par les élèves. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça participe aussi un peu à cette atmosphère d'indistinction? C'est-à-dire que on peut faire participer des élèves, mais il y a quand même une hiérarchie qui ne peut pas être dépassée. Le fait que ce soit l'enseignant qui enseigne et pas l'inverse, c'est quand même ce sur quoi les sociétés se sont toujours fondées. Oui, alors, sauf que je rappelle que nous sommes en état de mentalité démocratique et que ça suppose la concertation. Et il faut, encore une fois, obtenir l'adhésion de l'autre à ce qu'on lui propose. Bon. Mais, à un certain moment, si le schéma n'a pas abouti, eh bien, on prend la responsabilité. Je vais vous prendre un exemple tout bête, emprunté au domaine familial. Il y a 50 ans, un peu plus, quand un enfant de 4 ans voulait grimper à un arbre, il y avait son père au bas de l'arbre qui lui disait « tu grimpes pas ». Il le tirait par l'épaule ou par la culotte et le gosse était en bas. Voilà. La démocratie, c'est... Alors, en bas, c'est la mère. Bon, on ne vous explique pas pourquoi. On sait bien un petit peu
l'évanescence des pères aujourd'hui, bon, qui font aussi ce qu'ils peuvent, hein, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, mais alors ça donne un discours tout différent, c'est-à-dire la mère dit à son fils, tu vois, si tu grimpes à l'arbre, tu peux tomber, tu vois, et si tu tombes, tu peux te blesser. Et si tu te blesses gravement, tu peux aller à l'hôpital. Et si tu vas à l'hôpital, bah, tu ne seras pas dans ta chambre ce soir, tu ne vas pas retrouver tes jouets, tes peluches, tu ne mangeras pas bien, etc., etc. Et un jour, une maman m'a dit, mais il faut dire tout ça? Mais j'ai dit oui, c'est la règle démocratique. Sinon, vous n'obtiendrez pas l'adhésion. Alors, évidemment, à partir du moment où, quand elle a tenu ce discours très, très structuré, elle n'y arrive pas, eh bien, elle prend ses responsabilités. Voilà. Et donc, elle prend le petit et l'emmène... voilà, parce qu'elle a l'obligation d'éduquer. Mais c'est le processus qui a changé. Voilà. Donc là, encore une fois, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je dis c'est comme ça. Voilà. Et si on ne sait pas que c'est comme ça que ça se passe, hein, on n'avancera pas beaucoup. Hein. C'est comme l'idée qui consiste à dire, grand principe, il faut redonner de l'autorité aux enseignants, il faut faire porter l'uniforme aux élèves. Bon, il faut demander aux élèves de se lever à l'arrivée du prof. Bon, ça va changer quoi? En termes de résultats scolaires, en termes d'insertion sociale, rien. Rien. Je vous dirais qu'à cette époque, les résultats scolaires étaient peut-être meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. Alors il y a eu un effondrement des résultats, mais parce qu'on a vécu pendant très très longtemps sur la fiction que nous avions la meilleure école du monde, hein, avec d'ailleurs des chercheurs patentés qui vous racontaient le niveau monte à un moment où déjà il baissait beaucoup. Voilà. Hein. Donc avec cette arrogance bien française consistant à dire bon, puisqu'on est les meilleurs, on ne regarde pas ailleurs. Voilà. Donc là où on a un peu progressé, c'est qu'on regarde les expériences scolaires étrangères, notamment scandinaves. Hein, on cite beaucoup la Finlande, la Norvège, voilà, où on voit qu'en agissant différemment, hein, il y a par exemple toute une réflexion qui va d'ailleurs déboucher sur des décisions sur enseigner les maths différemment. Voilà. Hein, selon la technique, je crois, norvégienne, voilà, qui n'est pas du tout cette méthode abstraite, bon, qui quelque part insupporte les élèves, hein, au temps de l'Internet, des images, des choses très concrètes. Donc il y a, face à ce que j'avais appelé, là dans un autre livre, l'école à la ramasse, il faut refonder l'école. Voilà, il faut refonder l'école, il faut redéfinir. Vous savez, une maison, on commence par les fondations, hein, et pas en tapant un étage puis un autre. Voilà. Donc, la fondation de l'école, c'est quelle mission? Est-ce que l'école d'aujourd'hui doit enseigner comme elle le faisait il y a un siècle? Est-ce qu'on doit apprendre autant de choses à des élèves du primaire, comme on le faisait au temps de Jules Ferry, parce que les enfants allaient partir très tôt et qu'ils devaient avoir un bagage complet dès la fin de l'école primaire, dès 12 ou 13 ans. Bon, aujourd'hui, quand on a 12 ou 13 ans, on va au collège, puis au lycée, et puis souvent à l'université. Vous voyez, donc il y a toute une réflexion sur les contenus. Voilà, quelle discipline, quelle méthode, hein, on a rappelé une idée de François Bayrou quand il était ministre de l'Éducation, la pédagogie différenciée. Ben oui, peut-être qu'on pourrait permettre aux enseignants de mieux tenir compte des différences des élèves qui n'ont pas les mêmes intelligences, les mêmes formes d'intelligence. Est-ce qu'on n'est pas justement dans le bout du bout de l'individualisme, c'est-à-dire la méthode adaptée à l'élève? C'est-à-dire que ça va être l'individu au centre, finalement. Alors, c'est pas l'individu au centre, mais c'est l'individu ayant évidemment compris qu'en démocratie, il a le droit à la réussite, comme les autres. Hein. Alors, évidemment, à un niveau correspondant à ses capacités, à ses goûts. Hein. Voilà, c'est un droit à la réussite, hein, qui s'exprime parce que... Bon, vous le disiez, c'est vrai qu'on a une école qui produit beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. La réussite est conditionnée par ses enseignements élémentaires,
que nous n'avons plus, la lecture, les mathématiques, l'usage du français. Voilà, alors tout à fait juste. Là, je pense qu'il y a à peu près unanimité entre les formations politiques sur Sans parler des classements internationaux, classement PISA. Bien sûr, on est en recul. Hein. Voilà, on a longtemps même nié effectivement ces chiffres internationaux. Ce n'était pas possible que la France, qui était la première en Europe pour son école, soit aussi mal classée. Donc effectivement, c'est parti des fondations. Hein. Une fois qu'on a dit, l'émission c'est ça, donc à définir, on dit, oui, les enseignements fondamentaux, avant l'informatique ou autre matière, la géographie, c'est lire, écrire, compter, voilà. Mais aussi savoir décrypter une image, savoir décrypter un commentaire, dans un monde où les réseaux sociaux, évidemment, livrent toutes sortes d'informations, jusqu'aux informations les plus farfelues. La Terre est plate. Voilà, donc, alors que scientifiquement, on sait que la Terre n'est pas plate. Voilà, donc, et puis peut-être quelque chose qu'on a un peu oublié au fil du temps, c'est qu'il faut aussi éveiller le sens critique. L'école, c'est le lieu où l'on doit aider l'élève à réfléchir, à penser par lui-même. Ça implique une certaine culture aussi, que doit transmettre l'école. Bien sûr. Or, avec des matières qui se réduisent de plus en plus en termes de temps d'études, et des domaines qui sont de moins en moins maîtrisés, comment on peut en arriver là? Oui, alors sauf que le paradoxe, c'est qu'il y a un petit peu une situation en berne pour le lire, écrire, compter, mais pas vraiment pour les autres matières. D'abord, elles se sont multipliées, il y a beaucoup de matières. Est-ce qu'il n'y a pas trop de matières? Et alors, on peut se demander s'il ne faudrait pas sortir d'ailleurs aussi peut-être de la monodisciplinarité. Il y avait eu des expériences il y a quelques années où on pouvait être prof de SVT et de physique, donc couplé. Comme on est traditionnellement prof de français-latin, ou prof de latin-grec, donc il y a déjà des associations existantes. Est-ce qu'il ne faudrait pas les multiplier? Alors ça suppose évidemment de revoir la formation des enseignants, de les reconditionner autrement, de les faire aussi adhérer à ce projet auquel pour le moment ils n'adhèrent pas. Parce que dans une situation de crise, on se crispe sur les acquis, sur ce qu'on sait faire. Donc tout trouble rapidement un enseignant. Si l'enseignant est réfractaire à beaucoup de réformes, c'est parce qu'il a peur de ne pas savoir faire, d'être dépassé, d'être débordé. Voilà. Donc il faudrait lancer, on l'a fait à quelques reprises, des grandes réflexions sur l'école, depuis la réflexion sur la refondation de Vincent Peillon, il y a une douzaine d'années, qui suivait la réflexion Mérieux-Morin dans les années 90 de mémoire. Il faut réfléchir. Vous avez aussi des professeurs qui sont démunis devant le fait qu'on leur demande d'éduquer les enfants, alors que c'est le travail en principe de la famille. Et j'aimerais vous faire rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur l'effacement du père. Est-ce qu'il n'y a pas un effacement global de la famille finalement? Alors la famille, quand l'école a été rendue obligatoire, a vu sur sa route un nouveau concurrent, le maître, le hussard de la République. Parce que jusque-là, le seul qui était possesseur du savoir, c'était le père. Voilà. Et la mère, pour ce qui était de l'enseignement de la fille, donc à cet âge de fille, comme on disait, donc savoir tenir une maison, se préparer au mariage, bien servir son époux, etc. Effectivement, il y a eu, avec aussi la réforme qui favorise la possibilité du divorce, évidemment, beaucoup plus de séparation. Donc il y a eu aussi une montée des familles monoparentales, c'est-à-dire en fait des familles maternelles, donc devenant ces mamans solo dont parlait le président de la République, qui sont des mamans en grande difficulté financière. Voilà. Donc il y a eu une perte de prestige, comme il y a eu une perte de prestige
de l'enseignant qui étant toujours le même, agissant comme l'avaient fait avant lui ses prédécesseurs, depuis Jules Ferry, s'est retrouvé face à des élèves qui, eux, avaient changé, qui avaient pénétré à plein dans la culture Internet, qui avaient acquis des savoirs dans des tas de domaines. On sait bien, quand on a commencé à parler d'informatique, le plus savant, c'était l'élève et pas l'enseignant. Voilà, bon, ils sont un peu rattrapés aujourd'hui, Bon, fort heureusement pour eux. Donc oui, il y a eu un effacement de la puissance du statut. Est-ce que la famille n'a pas été déconstruite, justement, au fur et à mesure? La famille s'est déconstruite, je dirais naturellement, sous la poussée de cet individualisme dont je parlais, ce processus démocratique qui a obligé les parents, encore une fois, à écouter davantage leur enfant. Alors d'ailleurs, après un épisode, je parlais tout à l'heure du passage de la liberté au laxisme. Vous savez, dans les années 70, alors qu'on était très imprégné de la philosophie psychanalytique, il y avait un slogan qui disait à peu près « La meilleure éducation, c'est de ne pas en faire », au nom de la liberté des enfants. Voilà. Et donc, ça a donné lieu à ça. Moi, j'ai connu une époque où il était de bon ton que les enfants, appellent leurs parents par leur prénom, et non pas papa, maman. Voilà. Où il était normal, effectivement, qu'il n'y ait plus aucune réponse à une transgression faite par l'enfant. Voilà. Mais, encore une fois, ce qui est important dans une société, c'est les mentalités collectives. C'est le fameux interdit d'interdire. Alors, oui, il y a eu aussi ça, bien sûr. Interdit d'interdire. Donc, la meilleure éducation, c'est de ne pas en faire. Oui, il y a eu un petit peu tout ça. Alors, bon, ça n'a pas duré très très longtemps parce que bon, les parents quand même se sont repris, mais c'était un peu tard. Parce que les autres avaient pris goût à la démocratie, à la libre expression et à la violence de cette expression. J'avais été frappé au milieu des années 80 quand effectivement une maman, au cours d'une interview, avait fini par me dire, on parlait des mots durs, la grossièreté, comme on disait à l'époque, avait fini par dire « Oh, la politesse des mots, c'est pas important, ce qui compte, c'est la politesse du cœur. » Sauf que les mots qu'on utilise expriment ce qu'on est aussi. Bien sûr, donc, voilà. Et donc, on a laissé filer cette mauvaise façon de parler en famille, voilà. Mais j'allais dire peut-être plus grave encore entre adolescents et entre enfants eux-mêmes, voilà, qui emploient des mots très très durs, voilà, et qui sont des mots qui tuent quelquefois. On oublie souvent que le harcèlement quand on harcèle, il n'y a pas que des images. Il y a d'abord des mots violents. Voilà. S'il n'y a pas de mots, il n'y a pas vraiment de harcèlement. Il faut que ça commence par des mots. Voilà. Moi, je suis rappelé, par exemple, il y a une expression. Vous savez, autrefois, on disait à quelqu'un quand on n'est pas d'accord, t'es un pauvre con. Bon. Trivial. Voilà. Là, on dit, t'es un fils de pute. T'es un fils de pute. Et ça sort, spontanément. Après être passé par le nique ta mère qu'on a bien connu à une époque. Mais tout ça aussi peut être utilisé même par des garçons et filles de milieux favorisés, par l'effet de la mode. Sauf que, là je vous interpelle, en ce qui concerne les familles de milieux plus aisés, ils auront la capacité d'offrir un enseignement de qualité à leurs enfants qui pourra justement les mettre sur un chemin qui sera plus favorable. Tandis que pour ce qui est des milieux plus populaires, quand on en arrive à ce que vous décrivez, il est plus compliqué
de se retourner vers l'éducation nationale en sachant dans l'état dans lequel elle est et espérer revenir dans le droit chemin? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que avant la question des bons ou des mauvais mots, il y a la question tout court des mots. Voilà. Et il y a une pauvreté de vocabulaire, hein, qu'on ne peut pas imaginer, hein, y compris chez les adolescents des beaux quartiers. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent plus des mots qu'on trouve élémentaires. Hein. Une enseignante me disait, par exemple, si vous dites à quelqu'un nécessairement, il ne va pas bien comprendre. Hein, si vous dites une convention au lieu d'un contrat, il ne comprendra rien du tout. Hein. Moi, j'avais été frappé il y a déjà très longtemps. Hein, mettez des très jeunes, 13-14 ans, devant un journal télévisé, hein, le 20h, pour ne pas le nommer. Déjà, il y a 20 ans, ils ne comprenaient pas la moitié de ce qui était dit. Avec le vocabulaire qui était employé. Voilà. Donc le premier réarmement civique passe par le réarmement des mots. Voilà. Il faut réapprendre les mots pour refaire de la langue française une langue vivante, alors qu'elle est devenue une langue morte, concurrencée par des langages effectivement réduits, en commençant par les textos, hein, ou par évidemment des textes de chansons très raccourcis, hein. Bon, le rap, mais pas que le rap, et pas tout le rap, mais une partie du rap. Parce que savoir parler, c'est pouvoir exprimer des idées, et savoir exprimer des idées, c'est être capable de ne pas en venir aux mains. Hein. Voilà. Et j'avais dit un jour, pourquoi est-ce qu'on dégaine autant les poings aujourd'hui? Presque spontanément. Parce qu'on n'est plus en capacité de dégainer les mots. Hein? Et on voit bien, même chez les adultes, dans les débats, il n'y a souvent plus les mots qui permettent d'argumenter. Donc c'est à coup de point de vue, hein, d'affirmation. Hein. On est dans un monde où on n'argumente plus rien, on affirme. On affirme. Hein, et même, on se méfie beaucoup de l'argumentation. Hein, voilà, parce que l'argumentation peut déranger. On a infantilisé les masses. Oui. Oui. Tout à l'heure, je parlais avec un de vos collègues du conflit Ukraine-Russie. Bon. Rappelez quand même que l'Ukraine est un pays corrompu. Hein, ce qui a été signalé à plusieurs reprises, voilà, n'est pas faire preuve d'une attaque, hein, contre l'Ukraine, hein, ou d'un soutien à la Russie. C'est de montrer une réalité, oui. Hein, voilà, mais ça fait partie des choses évidemment qu'il ne faut pas dire. Voilà. Bon, de même que, si on reste sur ce sujet, il y a quand même des responsabilités anciennes de l'Occident dans la dégradation de l'image que la Russie a d'elle-même, voilà, qui vit mal d'être un pays effacé. Encore une fois, ça n'explique pas tout le reste. Hein, je n'excuse rien, là, encore une fois. Hein, voilà, mais j'essaie de comprendre. Hein. De même qu'on sait que le projet du président ukrainien, c'est de récupérer la totalité de l'Ukraine. Hein. Il l'a dit avant sa dernière élection présidentielle, récupérer la Crimée. Voilà, mais ça, ce sont des faits. Ce sont des choses qui sont dites, qui sont donc inscrites dans la mémoire télévisuelle et médiatique. Voilà. Mais je pense qu'il faut... peut-être que si on éveille davantage le sens critique des élèves, qu'on leur permet de pouvoir exprimer toutes sortes d'idées, y compris les plus dérangeantes, hein, eh bien, on arrivera à avoir davantage un monde de débat et pas de simple bavardage. Pour revenir au sujet de l'éducation nationale, l'avant-dernière ministre de l'Éducation nationale avait mis ses enfants dans le privé. Ça avait créé une vaste polémique. J'aimerais avoir votre avis là-dessus et sur le fait qu'on pourrait arriver dans un modèle où finalement la bonne éducation serait payante.
du fait des défaillances de l'école publique? Alors, dans cette affaire, c'est le mauvais argument qui avait été utilisé. Hein, donc le placement en école privée, parce que ça fonctionnait mieux, qu'il y avait davantage de discipline, davantage d'encadrement. Bon, alors, partant de ce constat, il est évident qu'il faut améliorer le fonctionnement de l'enseignement public pour ne pas donner envie d'aller vers des institutions privées qui sont effectivement, vous le rappeliez, payantes. Voilà. Et un certain nombre de familles s'autocensurent par rapport à un choix qui est légal. Hein. On a le droit de placer ses enfants dans l'enseignement privé, hein, surtout conventionné et sous contrat d'association avec l'État. On a le droit. Voilà. Mais là, évidemment, hein, faire surgir l'inégalité par l'argent, bon, là, c'est évidemment en démocratie quelque chose de plus contestable. Et donc, pour le coup, même si l'enseignement privé s'en défend quelquefois, l'enseignement privé continue d'accueillir globalement des enfants de milieux favorisés. Globalement. Ça, ce sont des chiffres, même s'il y a des volontés d'ouverture ici ou là. Bon, effectivement, l'argument financier est un argument dissuasif. Forcément, il y a deux sociétés qui vont se créer. Ceux qui ont les moyens d'accéder à cette éducation-là, et donc potentiellement un autre chemin de vie. Et ceux qui vont se contenter de ce que l'éducation nationale propose, et forcément qui auront moins de possibilités, puisqu'un enseignement de moins bonne qualité. Vous savez, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est peut-être de rendre les inégalités un peu plus justes, donc moins écrasantes. Parce que ce que vous dites pour l'école, on pourrait le dire pour l'hôpital. Bon, il y a ceux qui peuvent aller à l'hôpital, à ceux qui vont à l'hôpital public, voilà, et ceux qui peuvent aller en clinique privée, voilà, où les soins souvent sont meilleurs. Ça remet en cause le principe d'égalité dans notre société française, qui justement avait cette particularité de pouvoir offrir à quelques citoyens que ce soit la santé, l'éducation, oui, parce que l'inégalité, si on sait qu'elle est finalement incontournable, hein, on ne supprimera pas toutes les inégalités. Voilà. Mais l'inégalité par l'argent n'est pas une inégalité conforme au processus démocratique. Hein. La seule inégalité qui soit fondée, hein, version Déclaration des droits de l'homme, c'est l'inégalité fondée sur des capacités. Voilà. Donc si vous êtes plus capable dans tel ou tel secteur, vous pouvez être effectivement mieux rémunéré, mieux considéré, voilà, mais sans tomber là aussi dans les extraordinaires écarts, hein, qu'on nous a signalés récemment entre les grands PDG de certains groupes français et puis le citoyen, j'allais dire le citoyen travailleur à la base. Bon, là il y a des écarts. L'inégalité fondée sur la capacité ne suffit pas à expliquer, démocratiquement parlant, de tels écarts de salaire. Donc selon vous, on est dans une société inégalitaire et vous savez, on a toujours été dans une société inégalitaire. Hein. D'ailleurs, mais où on avait quand même tendance à réduire ces inégalités. C'est-à-dire qu'on pouvait être de milieu modeste, accéder à une carrière, à un certain niveau d'études. Or là, avec les défaillances de l'éducation nationale, on a l'impression que c'est de moins en moins le cas. Voilà, alors vous avez raison, on a même régressé. C'est-à-dire que le pourcentage, par exemple, d'enfants d'ouvriers qui accédaient à l'université était beaucoup plus élevé il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Donc il y en a moins. Effectivement. Alors il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais là il y en a encore moins que le passé. Bon, il y a toujours eu des voies inégalitaires. Hein. Avant l'invention du collège unique en 1975, on avait les filières d'enseignement général, les filières d'enseignement professionnel, les bacs d'enseignement général, les bacs pro, les bacs scientifiques, les bacs littéraires. Hein. Il y a toujours évidemment des filières qui attestaient. Alors peut-être
peut-être effectivement que le système français a été bâti sur un principe qui n'est pas forcément égalitaire par principe, c'est l'excellence. C'est-à-dire que notre système scolaire fonctionne sur cette base. Oui, vous êtes excellent, vous êtes sur les rails, vous n'êtes pas excellent, ben vous êtes écarté. Hein, c'est-à-dire que c'est effectivement pire aujourd'hui qu'il y a 30 ans parce qu'il y avait des voies de réorientation. Évidemment, suivre des études pour obtenir un CAP ou un BEP, bon, ce n'était pas évidemment ce qu'on souhaitait, mais il y avait quand même une orientation professionnelle. Là, aujourd'hui, c'est un peu ce que disait un sociologue, hein, il y a les in et les out. Hein. Bon, il y a ceux qui sont dans le système et puis ceux qui sont éjectés. Voilà, c'est l'exclusion. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas simplement l'inégalité scolaire. Il y a aussi, oui, ce qu'on appelle pudiquement l'échec scolaire, qui est en réalité une exclusion scolaire. C'est une exclusion scolaire. Mais vous pouvez être aussi excellent dans un milieu modeste et en école publique. Bien sûr. Et avoir du mal aussi à accéder à certaines branches, à certains domaines, parce que justement... c'est la raison pour laquelle, quand on réfléchissait beaucoup sur des internats d'excellence, bon, pourquoi pas, mais il aurait fallu peut-être considérer que les internats d'excellence, ce n'était pas forcément destiné aux meilleurs éléments, fussent-ils des quartiers défavorisés, que les internats d'excellence pouvaient être destinés aux moins bons élèves, justement pour les faire devenir meilleurs. Donc les faire remonter à leurs propres yeux en leur donnant des capacités que peut-être ils ne perçoivent pas eux-mêmes. Hein. Il n'y a pas d'élèves incapables, hein, de même qu'il n'y a pas de délinquants irrécupérables. Hein. Voilà. Mais il faut trouver les bonnes réponses pour qu'ils soient récupérables, voilà, et qu'ils ne soient plus des échouants au niveau scolaire. Voilà. Mais ça, c'est une affaire de volonté politique aussi. J'aimerais qu'on termine sur un point. On a eu le ministre le plus jeune de la Ve République, Gabriel Attal. On a eu le président le plus jeune avec Emmanuel Macron. Comment analysez-vous ce jeunisme, entre guillemets, le fait qu'on ait voulu mettre beaucoup de jeunes et qu'est-ce que finalement ça a apporté? Vous pensez que ça a apporté quelque chose? Alors, on est parti du constat de la gérontocratie de la classe politique française, qui reste une réalité quand on regarde l'âge des élus locaux, par exemple, hein, que ce soit les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, et je ne parle pas évidemment des députés et notamment ou des sénateurs et de leurs responsables, hein, bon, surtout au Sénat. Voilà. Donc l'idée de rajeunir la vie politique fait partie, j'allais dire, des canons de la démocratie, au sens grec du terme. Hein. Donc faire participer le plus possible de citoyens à la vie politique, de les mettre le plus possible en situation de responsabilité, voilà, sans oublier les femmes qui ont longtemps été exclues de toute vie politique. Alors, plus particulièrement sur le cas de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'y a pas de fait un manque d'expérience peut-être? Alors, encore une fois, la valeur n'attend pas le nombre des années, donc on peut être brillant à 35 ans et complètement stupide à 65. Voilà. Donc il y a aussi des expériences négatives, hein, ou des expériences qui sont pas enrichissantes. Mais le rajeunissement n'a vraiment de sens que si ça permet de faire mieux. Voilà. Bon, alors, est-ce que M. Macron a fait mieux en 2 quinquennats que ses prédécesseurs? C'est pas vraiment concluant. C'est pas vraiment concluant. Si on prend quelques indicateurs, hein, le taux d'endettement de la France, le taux de chômage qui reste quand même massif, l'inflation qui, sans être galopante, est encore importante. Bon, il y a quand même des indicateurs qui montrent que c'est pas nettement mieux. Bon, pour Gabriel Attal,
il faut peut-être attendre encore un peu. Hein. Bon, c'est un homme très déterminé, qui fait ce qu'il dit, fût-ce à des niveaux modestes. Bon, il interdit l'abaya, mais 3 jours plus tard, il n'y a plus d'abaya dans les écoles, françaises. Bon, là, il a livré un plan en sollicitant pendant 4 semaines toutes sortes de responsables, en commençant par effectivement les scientifiques, qui ne sont pas pour le coup oubliés. Alors, évidemment, on crie exercice de communication, ça a déjà été fait, des conventions citoyennes. Je dis, bon, ne nous précipitons pas, hein, on verra. Bon, même si j'ai quand même un peu le sentiment que la plupart des décisions sont déjà prises. Voilà, donc ouais, c'est toujours la même chose, hein, et les syndicats professionnels le savent. Hein, quand on les appelle pour leur présenter quelque chose qui est tout fait et déjà tout préparé, c'est pas de la négociation, hein, c'est de l'information. Hein, voilà, la véritable concertation, c'est de partir d'une page blanche que l'on écrit ensemble. Voilà, projet contre projet. Voilà, donc la question, c'est quel va être l'espace accordé à ces gens de la réflexion. Bon, on sait qu'il y a notamment la question de l'excuse de minorité. Faut-il l'écarter? Faut-il abaisser l'âge de la majorité pénale? Bon, ça sont des questions tellement sensibles, hein, que le gouvernement n'a quand même pas pris la responsabilité de trancher. Hein, et de prendre une décision claire et nette. Mais voilà, c'est une décision importante, donc ça mérite peut-être une large discussion, d'échange de points de vue. Et sur vous avez évoqué le cas de l'abaya sur le sujet du sectarisme à l'école. Est-ce que vous pensez que c'est un véritable problème aujourd'hui en France? On finira là-dessus. Bon, il y a plusieurs manières de traiter la différence religieuse et culturelle. Hein. Il y a la manière laïque à la française et la manière, j'allais dire, communautaire à l'anglaise. Bon. Bon, c'est vrai qu'on est dans un pays où on a coutume que les élèves ne doivent pas être couverts. Hein. On oublie qu'il y a quelques années, on s'est battu pour faire interdire le port de la casquette. La casquette basket sportive dans les classes. Voilà. Où on s'est battu pour faire interdire le port de basket aux pieds. Donc pour vous, c'est une question vestimentaire, c'est pas une question religieuse. Mais ça peut être beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, les politiques qui sont prudents disent bien qu'il y a plusieurs manières de porter le voile, pour prendre cet exemple plus emblématique. Hein. Si on est contraint, c'est antidémocratique. Bon, ça, c'est un fait. Voilà. Si on n'est pas contraint, c'est un choix de société. Hein. Donc, une mode vestimentaire. Surtout s'appliquant à des élèves qui, à l'âge de l'adolescence, ont l'habitude de vouloir se distinguer des autres. Voilà. Donc, bon, la question, c'est, si on est dans ce deuxième cas de figure, bon, porter un voile, qu'est-ce que ça change à l'enseignement, hein? Est-ce qu'on apprend moins bien parce qu'on a un voile sur la tête que si on n'en a pas? Bon, alors maintenant, si c'est effectivement du prosélytisme, hein, et comme dit monsieur Attal, de l'entrisme djihadiste, alors là, c'est une autre affaire. Hein. C'est le cheval de Troie qui entre à l'intérieur de l'école pour la déstabiliser. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, hein, il y a plusieurs manières de porter le voile et plusieurs sens, hein, donnés à cet attachement aux signes vestimentaires. Voilà. Mais conclure très vite que c'est un signe religieux, non. Si on n'a pas enquêté un peu, on ne peut pas conclure aussi rapidement. Très bien. Merci pour cet entretien, Monsieur Michel Fize. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je vous dis à très bientôt.